Les causeries du musée Clémenceau. Pour ces causeries auxquelles nous sommes très, très attachés, auxquelles pourvoit naturellement avec un soin, une efficacité que, vous savez, Lise Lantignac, administratrice de la maison, et sur lesquelles nous jetons, la secrétaire générale Jacqueline Sanson et moi-même, un regard attentif et bienveillant, et en vérité reconnaissant pour ces rencontres qui nous semblent précieuses. Il ne s'agit pas de conférences à Bercy, la prochaine fois sera peut-être à Bercy, mais pour l'instant nous sommes dans notre décor pour des causeries à quoi nous sommes très attachés. Nous sommes particulièrement heureux ce soir de voir ces deux gentlemen derrière cette table, en complicité, en amitié, pour toutes les raisons que vous savez. Georges Vigarello, vous n'ignorez pas, a été le commissaire magnifique de notre exposition Focus. Vous savez tous, parce que vous êtes des fidèles, que régulièrement, 2 fois par an, nous faisons des expositions à la fois ambitieuses et néanmoins résolues à rester dans les dimensions que ce musée permet, et qui sont l'occasion pour nos amitiés de se retrouver ici, de se rencontrer. Et en voilà une magnifique grâce à Georges Vigarello, qui pour moi, il le sait, est un ami très cher, nous nous connaissons depuis très longtemps. Il m'a fait l'extrême amitié de venir plusieurs fois à mon micro. C'est pas tout à fait un des recordman, il faut le guyonner un peu, mais il n'est pas très très loin des 2 premiers. Maurice Sartre et Michel Pastoureau, je les cite toujours pour susciter, pour aiguillonner le désir, c'est pas nécessaire à vrai dire, de Georges de revenir à nouveau à Concordance des temps. Et puis surtout, vous le savez qu'il est un magnifique historien du sport, du corps, de toute façon le corps s'habille, il bouge, et il a à cet égard développé une branche nouvelle de l'historiographie, à quoi ma génération est extrêmement sensible. Je vous signale son très très beau livre sur le sport et l'art qui vient de sortir, livre impressionnant par sa présence, par son poids et surtout par un contenu extrêmement avisé et extrêmement et très efficace pour faire comprendre à quel point il est essentiel que le sport soit désormais un élément non seulement de l'histoire, mais de l'histoire de l'art. Pour cela, cher Georges, nous sommes reconnaissants. Et vous voir de surcroît, à cette table, avec Renaud Dely, vous voyez pourquoi notre satisfaction est complète. Renaud qui est un clémenciste avisé, j'ai vu ici plusieurs fois, toujours fidèle, qui est connu dans le grand public essentiellement pour ça d'ailleurs. Il est le clémenciste. Il y a aussi quelques autres motifs, bien sûr. Nous pouvons l'écouter avec bonheur sur Arte régulièrement, et le matin aussi, pour ceux qui, comme moi, ne se lèvent pas très tôt, donc un public d'élite, au moment où vous vous retrouvez à plusieurs pour débattre de l'actualité, nous jeter sur elle des lumières qui sont toujours précieuses. Et vraiment, par conséquent, vous êtes de ceux que nous aimons beaucoup parce qu'ils ne sont jamais complètement absents. Ils ne savent pas toujours que c'est symétrique, mais vraiment, et puis surtout, vous venez de nous donner un magnifique roman qui concerne directement le sport et qui sera au cœur de votre conversation, puisque vous avez eu l'idée, c'est quelque chose entre, j'ai l'impression de cela, c'est un mélange à la fois de récit et de roman, où vous évoquez un essentiel sauteur à la perche des Jeux Olympiques avec son fils qui le regarde à distance, l'histoire de ce dialogue, ce qui arrivera ensuite. J'ai bien compris que vous identifiez, au moins pour le roman, quelque peu au fils en question, et tandis que Georges, évidemment, s'identifie au sauteur à la perche, bien entendu. Et ça va donner, vous le comprenez bien, à votre dialogue une saveur toute particulière. Vous avez aussi, plus récemment, le livre est là, publié, ou peut-être plus récemment, oui, un livre où vous débusquez un personnage, une sorte de gourou de l'extrême droite. Et en ce moment, il y a beaucoup à débusquer. Il le faut. Merci. Donc nous allons vous écouter avec gourmandise, avec gratitude et avec affection. Vous avez la parole. Formé, ce qui est évidemment très prétentieux, en questionneur, alors que Renaud Dely est le spécialiste de la question. Moi, je dois dire que j'ai été extrêmement touché par ce livre pour 1000 raisons que nous aborderons évidemment, entre autres parce que moi-même j'avais fait du saut à la perche quand j'étais jeune. Mais c'est un livre qui est très touchant, en particulier, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, par la passion que vous parvenez à exprimer de façon extrêmement forte, cette passion ressentie quand vous étiez enfant, pour le sport en général, pour la perche en particulier, et une passion que je trouve extrêmement riche pour 2 raisons. Je m'en tiendrai là dans un premier temps. D'abord parce que vous adorez dans les sportifs ceux que vous avez le sentiment de devoir soutenir, parce qu'il y a parfois chez eux quelques failles, et ça c'est absolument remarquable, ce ne sont pas des êtres pleins, ce sont des êtres qui peuvent porter du manque, ça c'est la première chose. Et ce que vous dites aussi, et je trouve ça très marquant, vous les aimez aussi
parce que certains d'entre eux se permettent de transgresser ce que vous n'osiez pas faire quand vous étiez enfant, et donc ça vous touche encore plus. Je pense que c'est par là qu'on peut commencer. Merci beaucoup pour ces deux excellentes questions. Déjà, je tiens à vous remercier d'être tous présents ce soir. Je tiens à remercier absolument Jean-Noël Jeannet pour ces quelques mots et pour cette invitation en ce lieu, effectivement, que j'apprécie tout particulièrement, mais je ne prétends pas je ne suis qu'un clémenciste vraiment très très amateur, mais qui aspire à progresser un peu de ce point de vue-là. Et puis je vous remercie vraiment beaucoup, Georges Vigarello, de nous puissions échanger ces quelques minutes. C'est un plaisir. Je vous lis depuis très longtemps, étant effectivement passionné à la fois de sport et d'histoire d'ailleurs. Et c'est vraiment un bonheur de vous rencontrer. Pour répondre plus précisément à votre question et à ce qui a guidé effectivement ce livre, Le Grand Saut, c'est un récit croisé avec une dimension romanesque, mais avec une dimension extrêmement aussi, une double biographie en quelque sorte qui se croise, et qui s'appuie sur les deux dimensions que vous venez d'évoquer. C'est ce que j'ai essayé effectivement de faire, c'est-à-dire que c'est le récit de la trajectoire d'un champion au sens propre du terme, champion olympique du saut à la perche, effectivement, discipline que vous avez pratiquée, ce qui n'est pas mon cas, j'ai jamais pratiqué le saut à la perche. Modestement, je vous dis tout de suite. Ouais, et moi pas du tout. Donc un champion de très très haut niveau, mais qui au-delà du champion est effectivement un personnage extrêmement attachant, plein de failles, de blessures, d'interrogations. Donc il y a une dimension très humaine, et je pense qu'il y a une dimension très humaine d'abord dans la pratique du sport, et au-delà d'ailleurs dans la recherche de l'exploit, du succès, de la victoire, et donc évidemment aussi de la rencontre avec la défaite, avec l'échec, avec la blessure. Et c'est vrai que cette dimension-là m'a toujours particulièrement intéressé, c'est-à-dire ces individus qui essayent de se surpasser, mais qui parfois échouent, se blessent, se heurtent donc à un certain nombre de difficultés, de malheurs, etc. Et en l'occurrence, ce champion, c'est donc Pierre Quinon, qui fut en 1984 le premier champion olympique français de saut à la perche. Et c'est dans le regard d'un enfant, donc il y a les deux récits, et cet enfant est en très grande partie autobiographique. C'est en grande partie moi, effectivement. En l'occurrence, Pierre Quinon a été champion olympique en 1984. À l'époque, j'avais 15 ans. Et effectivement, cet adolescent, ce jeune garçon de 15 ans, était un garçon assez introverti, très réservé, et qui lui-même vivait dans un environnement familial que je décris, que je raconte dans le livre, assez instable, on va dire, assez perturbé, parce que ses parents étaient d'ailleurs assez fragiles même, voilà, très fragiles même, et donc pour se sortir de cet environnement assez instable, eh bien ce jeune garçon admirait peut-être encore plus les champions en général, le sport, la performance, et plus particulièrement celui-ci, ce Pierre Quinon, dont le triomphe en 1984 a correspondu avec une période qui était, on va dire, assez sombre dans l'adolescence de ce jeune garçon. Donc, il y a une scène extraordinaire où vous annoncez la performance à votre mère, et votre mère n'est pas vraiment dans le coup, et donc elle est un peu distante, et ça vous touche, ça c'est remarquable. Il y a une dimension qui est effectivement très personnelle, très autobiographique, et vraiment en grande partie... vraiment très largement autobiographique, c'est-à-dire que les parents du narrateur adoraient leur fils et réciproquement, mais ils étaient extrêmement l'un et l'autre fragiles, et en particulier effectivement ma mère, qui est très présente dans le livre, était quelqu'un de profondément dépressive et qui a eu beaucoup de difficultés à vivre, voilà. Et le jeune garçon que j'étais à l'époque ressentait la fragilité et l'angoisse par rapport au destin de ses parents, et ce qui l'a conduit d'ailleurs à être, je pense, mûr assez jeune, parce qu'il fallait un peu gérer un certain nombre de choses. Et c'est vrai que parfois, à travers le sport, il s'adresse à sa mère en particulier, mais sa mère n'est pas là, parce que sa mère est profondément malheureuse en fait. Et donc le sport permet aussi, et je pense que ça c'est un mécanisme, une mécanique, un processus qui est d'ailleurs universel, qui ne tient pas simplement à ce récit-là, mais je pense qu'il y a le sport comme d'autres activités, surtout quand on est jeune, on peut admirer un chanteur, un peintre, un musicien, un écrivain, etc., ou un sportif qui peut permettre de sortir du quotidien et d'un certain nombre d'angoisses, c'est vrai que l'adolescence de surcroît est en règle générale un âge où les angoisses sont assez fréquentes, et ça permet justement de se sortir d'un univers quotidien un peu sombre parfois. Et donc c'est vrai que ce jeune garçon, admire tout particulièrement ce champion qui lui permet de sortir, et le récit commence sur une scène justement où
Pierre Quinon est champion olympique. Alors la compétition à l'époque en 1984 se déroule à Los Angeles, donc le décalage horaire fait que la compétition a lieu au milieu de la nuit en France. Et ce jeune garçon est au chevet de sa mère qui va pas bien du tout dans une petite maison de vacances en Corse à l'été 84. Et dans cette atmosphère très sombre, eh bien le maillot bleu du champion olympique de saut à la perche qui s'élève au milieu de la nuit au-dessus d'une barre de 5,75 m à l'époque, si je me trompe pas. Voilà, c'est comme une lueur aussi dans l'adolescence un peu sombre à ce moment-là. Donc j'ai essayé d'entrecroiser les deux récits parce que c'est vrai que ça se répondait un petit peu en miroir en quelque sorte, parce que ce champion de surcroît effectivement a ensuite révélé un certain nombre de failles, de blessures, jusqu'à une fin tragique, mais c'est un personnage passionnant, même au-delà d'ailleurs de ses performances sportives, bien entendu. Oui, et puis alors je pense qu'en lisant cette passion, on peut comprendre finalement à quel point le sport peut toucher en particulier les jeunes, contrairement à ce que certains pensent, en disant le sport c'est de la mécanique, c'est un succès un peu surfait, etc. Non, je pense que ça pénètre profondément finalement la manière dont un certain nombre de gens peuvent ressentir. Mais il y a cette deuxième partie qui m'intéresse aussi, à savoir que vous vous passionnez, quand vous étiez jeune adolescent, pour des sportifs qui transgressent, c'est-à-dire qui n'acceptent pas la décision de l'arbitre, qui montrent que finalement ils peuvent résister, qui peuvent être éventuellement violents. Et c'est d'autant plus intéressant que vous mettez en perspective le fait que vous, adolescents, vous hésitiez précisément à transgresser. Exactement, c'est-à-dire que c'est là aussi les deux récits se répondent. Et c'est vrai que bon, moi, adolescent, pour ce qui est du narrateur, qui est donc très largement autobiographique, j'étais effectivement un adolescent extrêmement sage, très introverti. Je pense que c'était lié aussi au caractère un peu tempétueux justement de mes parents, qui étaient... ma mère était donc assez sombre, assez dépressive, et mon père était quelqu'un d'extrêmement généreux, mais qui brûlait la vie par les deux bouts, et un peu excessif, absolument très charismatique, mais pas très raisonnable, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc moi, j'aspirais beaucoup à ce moment-là à pas me faire remarquer. C'est-à-dire que voilà, l'idée d'être dans la mesure du possible un bon élève, de travailler, d'être ponctuel et de ne jamais sortir des rails. C'est pas de cours séchés, jamais. Je ne séchais pas d'ailleurs. Anecdote qui n'est pas dans le livre énorme. Mon père était tellement truculent, généreux et en gros me laissait faire ce que je voulais, etc. Que en début d'année scolaire, je me souviens qu'à l'époque, ça épatait mes camarades scolaires. Oui, c'est cité dans le texte. Ils signaient dans le carnet scolaire, vous aviez des mots d'absence. Ils signaient des mots en blanc au début de l'année pour me dire, bon, écoute, tu me dérangeras pas pendant l'année comme ça. Donc ils m'en signaient 20. J'en ai jamais utilisé un, en fait. Voilà. Et quand je disais ça à mes camarades, ils me disaient, mais c'est incroyable, tes parents te laissent. Voilà. Donc bref, ce petit garçon cet adolescent est très sage, très rangé, très introverti. Et effectivement, il aime pas se faire remarquer, on va dire, en gros. Et pour résumer. Et je pense que ça explique aussi cet intérêt que j'avais, cette passion, pas un intérêt, vraiment une passion. Ah oui, c'est une passion. Pour des sportifs, d'une part, qui ne gagnent pas toujours, c'est-à-dire pas les machines à gagner en quelque sorte, et puis qui ne respectent pas forcément les règles, qui osent être effectivement parfois tricher un petit peu, ou mordre la ligne, ou rudoyer l'arbitre. Etc. Donc c'est vrai que des personnages dans l'histoire du donc les années 80 sont les années où j'ai grandi, mes années d'adolescence, donc j'ai toujours préféré John McEnroe à l'époque à Björn Borg en tennis. Pour moi c'était John McEnroe c'était un personnage truculent, insupportable, mais génial. En football, qui était une autre de mes passions, j'ai toujours adoré un champion qui était vraiment un tricheur, il l'a montré, mais qui était un génie aussi, qui était Maradona. Diego Maradona était un mauvais garçon, un bad boy effectivement du football, mais qui osait faire des choses incroyables, etc. Comme d'ailleurs en cyclisme, je le cite aussi un moment, il y avait dans les années 80, Bernard Hinault était un immense sportif, mais qui gagnait tout le temps, et il y en avait un qui gagnait un peu moins, qui a perdu un Tour de France pour 8 secondes, qui était le plus petit écart, c'est Laurent Fignon, et qui de surcroît lui aussi d'ailleurs a une destinée tragique. Il est mort prématurément d'un cancer, et ce personnage, et lui aussi il avait d'ailleurs une mauvaise réputation, il avait un sale caractère, parfois il y avait des brouilles avec ses adversaires, etc. Donc voilà, j'ai toujours préféré des champions du type, mais parce que je pense que le narrateur s'identifiait beaucoup à ces champions qui osent d'abord qui perdent, voilà, et c'est important, je pense que avoir le goût du sport, c'est pas simplement avoir le goût de la victoire, je pense que c'est
avoir non pas le goût de la défaite, on n'aime pas la défaite, je pense, quand on fait du sport, et d'ailleurs même à un tout petit niveau, et j'ai beaucoup plus d'ailleurs rencontré la défaite que, que la victoire, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'aime pas ça, mais il faut savoir la supporter, la surmonter, la digérer, même parce qu'elle forge. Et évidemment, c'est pas valable uniquement en sport, mais je pense qu'au premier chef, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le sport est vraiment un apprentissage. Je rebondis sur la défaite parce que effectivement, enfin, là, je cite des exemples personnels, si vous voulez. Effectivement, la particularité de la défaite sportive, c'est qu'elle s'inscrit dans votre corps et qu'elle laisse une trace et qu'elle laisse un souvenir dans votre corps, comme quelque chose qui manque et que vous ne pouvez plus rattraper, et qui, je crois, vous marque davantage, me semble-t-il, je dis ça avec beaucoup de prudence, vous marque davantage qu'une défaite qui pourrait être de type intellectuel. Vous voyez, ça j'ai le sentiment. Il y a une autre question que je trouve très intéressante dans votre texte, si on reste un instant sur Quignon, qui est peut-être plus banale, si vous voulez, mais qui confirme, cela dit, le fait qu'un champion, ça crée un processus d'incarnation, parce que c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de psychologie, c'est un lieu d'approfondissement de la personne, etc. L'autre question, c'est le fait que Quignon a un parcours a priori extrêmement brillant, et ce parcours est lié aussi, et ça me paraît important, au fait qu'il entre à la fois sous l'influence de Jean-Pierre Perrin, mais vous n'en parlez pas beaucoup, et en revanche sous l'influence de son père, qui est un ancien champion de 400 mètres junior de France, et qui le conseille et qui le suit. Et je pense dans le sport, ce type de relation, en quelque sorte, à la limite paternelle, si vous voulez, joue un rôle également important. Il y a une relation père-fils, effectivement, que j'ai essayé de raconter, puisque j'ai évidemment... Vous avez beaucoup enquêté, d'ailleurs. Voilà, ça, on l'a pas assez dit, mais c'est très important. C'est une enquête extrêmement précise. De profession, en fait, étant journaliste, c'est vrai que je commence toujours, j'ai assez peu d'imagination, et je commence toujours par essayer d'aller vérifier... je vous l'ai dit, c'est l'imagination, moi je crois qu'elle est très présente. Et en l'occurrence, effectivement, j'ai beaucoup enquêté auprès de ses proches, de sa famille, j'ai les amis, les enfants, les amis de Pierre Quignon, etc. Je suis retourné, ça d'ailleurs, mais ça c'était après la sortie du livre, un moment extrêmement émouvant, une signature dans le village où a grandi Pierre Quignon, où tout le village était là, et notamment son premier prof de sport, le premier prof qui lui avait offert une perche, etc. Tout le monde était présent, il y avait des générations, c'était passionnant, c'était extrêmement émouvant. Et effectivement, vous avez raison, il y a dans la dimension dans l'ascension de Quignon, il y a un rapport père-fils qui lui est assez conflictuel par rapport à celui du narrateur. Par rapport à celui du le narrateur a un rapport avec son père qui est beaucoup plus il y a comment dirais-je, le père est assez écrasant, mais il est profondément généreux, donc il y a un vrai rapport de dépendance du narrateur à son père. Alors qu'il y a un rapport beaucoup plus conflictuel entre le père de Pierre Quignon et Pierre Quignon, qui fait d'ailleurs que, qui est assez classique aussi, qu'on a déjà rencontré dans l'histoire, c'est-à-dire, et pas uniquement en sport d'ailleurs, c'est un phénomène assez classique, c'est que cet ancien champion, vous le disiez, mais d'un niveau relativement modeste, évidemment, au regard de son fils qui lui va devenir champion olympique, va toujours encourager, soutenir, entraîner d'ailleurs son fils, probablement, sans aucun doute, même avec un peu la volonté ou le sentiment de s'accomplir à travers la réussite sportive de son fils. C'est-à-dire que Pierre Quignon est le champion olympique que son père aurait aimé être très probablement, et donc il va le rudoyer. Voilà, il va pas le ménager du tout, mais c'est vrai que ça va aider. En l'occurrence, Pierre Quignon a progressé, mais en même temps, dans cette trajectoire de Pierre Quignon, elle est fulgurante parce qu'elle est éphémère aussi. C'est là qu'on retrouve la chute, la défaite, les blessures, etc. Parce que Pierre Quignon, il est champion olympique en 1984, mais à l'époque, c'est pas du tout le favori d'ailleurs de la compétition. Il bénéficie aussi du fait que les soviétiques boycottent les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Donc Sergei Boubka, l'immense champion de l'époque, qui à l'époque avait déjà commencé sa carrière, n'est pas présent. Et ce qui fait que ça va nourrir d'ailleurs, y compris chez ce personnage, Pierre Quignon extrêmement fragile, plein de failles, le sentiment d'être un peu un imposteur. Ça va le travailler, oui, absolument. Et ça, vous le dites très très bien. Mais finalement, ce qui me paraît, moi j'insiste bien sur cette relation père-fils parce que je trouve qu'elle est importante et que de surcroît, elle a quelque chose de physique, si vous voulez, de corporel. Vous voyez, le père cherchant, vous le dites très très bien, à se prolonger. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot quand même de la fascination pour la perche?
Parce que ça, vous le dites. Enfin, il y a une sorte d'envol, de recherche du ciel. Bon, et il me semble que les perches nouvelles, c'est-à-dire celles qui sont constituées en fibres et dont on voit l'extraordinaire élasticité quand on regarde les images à la télévision ou en film ou quand on regarde en réalité, mais les voir dans le détail sur l'image filmée, c'est encore plus frappant. C'est que finalement les perchistes ne manquent pas de force dans la mesure où il faut que je veux pas rentrer dans les détails techniques allez-y. mais dans la mesure où ils sont obligés de faire plier la perche, donc il faut quand même qu'ils aient une force, mais c'est pas une force herculéenne. Et ensuite ils bénéficient, ce qui est quand même extraordinaire, d'une folle élasticité de cette perche qui les propulse finalement vers le haut. Et ce qui est également très intéressant, c'est que dans cette propulsion ils sont pas du tout dans une position classique, c'est-à-dire la tête vers le haut et les jambes vers le bas. C'est tout à fait l'inverse qui se produit. La tête est en bas et les jambes vers le haut, et il faut une verticalité extraordinaire qui renvoie à quelque chose qui devient à la fois une combinaison de la force et une combinaison de l'adresse, voire de l'élasticité, le tout passant par une véritable projection vers le haut, qui facilite, je crois, l'incarnation imaginaire. Vous en avez beaucoup mieux parlé que moi. De surcroît, moi je n'ai jamais, donc contrairement à vous, pratiqué la perche, mais c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par cette discipline. Parce que c'est, à mes yeux en tout cas, c'était juste en tant que spectateur ou qu'admirateur, une discipline, et ça l'est toujours, une discipline qui effectivement mélange à la fois la puissance, donc la puissance qu'on retrouve chez des athlètes, voilà, des athlètes de sprint, où il faut être extrêmement rapide sur la piste d'envol en quelque sorte, et puis la technique, une agilité absolument prodigieuse qui fait que les perchistes se retournent comme des chats quasiment. Des acrobates, voilà, ce sont des acrobates qui se retournent au-dessus de la barre extrêmement rapide, effectivement en étant à l'envers comme vous le disiez à l'instant, et puis une maîtrise aussi de la technologie qui a considérablement progressé au fil des décennies. Ah oui, c'est incroyable. Oui. Et donc ces trois dimensions font de la, enfin il y en a même une quatrième qui est évidemment le vol, c'est-à-dire que la propulsion, on est propulsé. Quand j'étais enfant d'ailleurs, il y avait deux disciplines que je n'ai jamais pratiquées ni l'une ni l'autre, probablement parce que j'étais vraiment décidément extrêmement sage et moi j'étais pas du tout du genre à prendre des risques, et je suis de moins en moins d'ailleurs, mais déjà à l'époque, c'était le saut à la perche et le saut à ski. J'étais fasciné par ces disciplines. D'accord. Et évidemment, voilà, la perche entre la dimension athlétique, la vitesse, l'agilité, la maîtrise technologique, et puis le fait de s'envoler, cette combinaison-là m'a toujours fasciné. Et dans le cas de Pierre Quinon, d'ailleurs, ce qui est le déclic quand même, peut-être, qui m'a incité à me plonger dans ce récit et dans ce livre, c'est la fin de Pierre Quinon, sans vouloir, bien sûr, sans parler trop vite, oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, elle est évidemment de notoriété publique, c'est-à-dire que ce perchiste a mis fin à ses jours, donc il y a une quinzaine d'années maintenant, en 2010. Il avait 49 ans à l'époque, et c'est évidemment, ça a été le déclic, c'est-à-dire quand j'ai toujours été passionné de sport, donc quand j'ai appris le suicide de Pierre Quinon, j'ai lu la presse, j'ai lu l'équipe, etc., racontant, je l'avais perdu de vue en quelque sorte, depuis 25 ans peut-être, et de surcroît il l'a fait en se défenestrant. C'est la leçon inversée, quoi. Et c'est-à-dire que voilà, le dernier saut de Pierre Quinon tout de suite m'a évidemment interpellé, c'est-à-dire que cet homme a cherché toute sa vie à voler le plus haut. C'est quelqu'un qui était donc extrêmement fragile, on l'a dit, et qui ensuite, après sa carrière, a traversé des tas de difficultés. Mais on en parle de difficultés, c'est très important. Oui. Et qui a choisi de faire ce dernier saut, ce grand saut. Et évidemment, c'est ça qui a produit un déclic. J'ai essayé de comprendre mieux sa trajectoire, son histoire, sa vie, etc., à partir du moment où cet homme qui a toujours voulu voler a volé une dernière fois ce jour-là. Mais je me permets deux parenthèses rapides pour rester un instant sur les questions techniques en les liant à des problèmes culturels. La première remarque, c'est que, bon, personnellement, j'ai connu le saut, mais avec des perches qui étaient totalement différentes. C'est-à-dire que c'était pas du tout des perches pliantes,
C'était des perches rigides. Donc il fallait trouver soi-même par ce qu'on appelait un balancé du corps, j'entends les détails, pour arriver à monter au-dessus de la prise, vous voyez. Et c'est un travail complètement différent, où vous n'êtes pas aidé par la perche, c'est vous qui devez trouver. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est la suivante. Quand on suit la manière dont se déroule un certain nombre de pratiques, et en particulier l'exemple très frappant, c'est celui de la gymnastique. Quand on suit la façon dont se déroulent ces pratiques, on se rend compte que la gymnastique a eu plusieurs phases en quelque sorte d'existence, mais en particulier il y en a deux. La première, elle est liée aux instruments de la fin du 19e et du début du 20e, qui sont des instruments que je qualifierais de rigides. Et donc la gymnastique ne peut se concevoir qu'à travers des exercices de force. Au contraire, les instruments ont considérablement évolué. Les barres fixes sont devenues souples, les tenues des piliers sont devenues également mobiles. Et donc, ce qui est au centre de la gymnastique aujourd'hui, c'est à nouveau ce que nous voyons dans les perches nouvelles, c'est-à-dire à la fois l'élan, l'élasticité, le bondissement, etc. Et je crois, ce sera ma dernière remarque dans mes parenthèses, et je crois que cela est lié aussi à des phénomènes culturels. Alors je m'explique en deux mots. C'est vrai que lorsque la gymnastique a évolué, un certain nombre, je dirais, de barons de la gymnastique ont dit mais c'est pas possible, c'est seule la force qui doit compter. Et on voit très bien cela dans l'évolution du sport. Même Desgranges concernant le vélo, il dit mais pas de changement de vitesse, il faut que la force compte, etc. Et on voit cette évolution qui fait passer de la force à quelque chose qui est de l'ordre contraire de l'agilité, de la vitesse, de l'élan, de la spontanéité, qui plaisent davantage en termes d'image et qui rentrent davantage, à mon avis, dans nos types de cultures qui sont des cultures finalement de la vitesse, de la légèreté, du changement, etc. Vous voyez, donc il y a, je pense, un lien entre en quelque sorte le geste lui-même, le plaisir que le geste donne et le milieu. Mais maintenant, la question qui me paraît de plus en plus importante, si vous voulez, c'est qu'on passe, on a discuté de manière, à mon avis, moi je trouve tout à fait intéressante, de l'ascension de Quignon. Ce qui est très important dans votre texte, et vous le faites de manière millimétrée, progressive, c'est une lente dégradation. Alors on pourrait évoquer les étapes, je ne le fais pas, je vous laisse la parole, mais quand même, la façon dont vous arrivez à traduire cette sorte d'incontournable dégradation, c'est à la fois, je dirais, totalement émouvant, tragique et extrêmement précis. C'est un personnage qui, effectivement, dont la destinée est extrêmement émouvante. Et en fait, il s'avère que, ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'il l'emporte en 1984 aux Jeux Olympiques de Los Angeles, il n'est pas le favori. Mais il l'emporte, il atteint une forme de plénitude. Absolument. Et puis Perrin est là, l'entraîneur était... Jean-Claude Perrin est là. Ah oui, terrible. Perrin, c'est un enthousiaste fou. Absolument, mais il atteint une plénitude qui est éphémère, c'est-à-dire qu'il survole en quelque sorte la barre un instant, un quart de seconde, et à partir de cette plénitude atteinte un quart de seconde un jour d'août 1984, c'est la chute. Et on a le sentiment d'ailleurs, et il lui-même, alors il l'a jamais formulé comme ça, mais tout le récit que j'ai pu faire, l'enquête que j'ai pu mener auprès de ses proches, qu'il a toujours essayé de retrouver ce sentiment de plénitude fugitif, éphémère, champion olympique de saut à la perche, d'accord. Et qu'il il y a quelques lueurs parfois, il y a des lueurs, mais ce ne sont que des lueurs. Et cette chute, elle commence évidemment, puisque c'est le sport, et on retombe sur le corps, justement, c'est d'abord son corps qui le lâche. C'est-à-dire que très vite, il va commencer à accumuler des blessures, il va être blessé très fréquemment, et il a... je vous interromps, parce que, excusez-moi, ce qui est important, justement, c'est qu'à Los Angeles, il a quand même déjà une blessure. Bien sûr, et il la surmonte. Il y a une tension au niveau de la cuisse, il la surmonte, il résiste, il essaie après de retrouver cette mode de résistance, mais c'est très compliqué. Voilà, vous avez raison, il était blessé déjà en 84, il a un bandage autour de la cuisse, il est incertain quelques jours avant la compétition, il la surmonte, sa cuisse tient pendant tout le concours, il l'emporte, et après, dans les mois qui suivent, et très rapidement, et à partir de l'année 1985, une série de blessures vont s'enchaîner, donc en fait, il va sauter de façon très épisodique en tout cas, et évidemment, le corps qui le lâche, notamment parce que c'était il était extrêmement musclé évidemment, mais c'était plutôt un petit format pour l'époque et qu'il avait sans aucun doute un peu trop tiré justement sur le plan musculaire, sur le plan athlétique,
par rapport à sa corpulence, à sa constitution, on va dire. Et donc le corps qui le lâche va aussi, il y a une dialectique en quelque sorte entre le corps et la tête, quoi. C'est-à-dire que le corps qui le lâche fait que la tête aussi va le lâcher peu à peu, ouais. Et inversement. Et chaque fois, effectivement, il tente évidemment de surmonter les blessures, de repartir en compétition. Il a 2 ou 3 espoirs fugitifs, mais à chaque fois, il va échouer, au point quand même qu'il a cette particularité, alors il avait espéré, bien qu'il ait fait peu de performances entre-temps, qu'il ait rarement sauté, qu'il ait très souvent été blessé, mais il avait espéré être repêché, comme on dit, pour être qualifié lors des Jeux Olympiques suivants, des Olympiades suivantes. Séoul 88. Et là, il échoue d'un rien aussi. Et il n'est pas repêché. C'est-à-dire que la Fédération française ne l'envoie pas. D'ailleurs, c'est un autre problème. Je vous interromps, ne m'en veuillez pas. Je vous interromps beaucoup, ne m'en veuillez pas. C'est un autre problème. Dans cette chute, au fond, un peu inexorable, lente, douloureuse, il y a quand même, et c'est une vraie question, il y a quand même le fait qu'apparemment, la fédération ne le soutient pas beaucoup. C'est le cas. Non, c'était... L'institution ne le soutient pas beaucoup. Et alors que c'est un champion olympique. Bien sûr. Et j'en ai parlé avec un certain nombre de ses amis qui l'ont soutenu. Alors, je pense à un autre champion un peu plus jeune qui a concouru quelques années plus tard dans une autre discipline, qui est Stéphane Diagana, qui a été champion du monde de 400 mètres haies. Mais un autre de ses grands amis qui, lui, l'a toujours accompagné à ce moment-là, c'était Thierry Vigneron, autre perchiste. Oui. Le blond. Voilà, avec lequel j'ai beaucoup sympathisé depuis, qui d'ailleurs d'un point de vue, c'est intéressant ce couple, ce tandem, puisque donc c'était vraiment la même génération, ils étaient amis, mais c'était des antithèses. Il a fini 4e, non, 3e, 84 médailles de bronze. C'est moi qui compte. Médaille de bronze, mais c'est plutôt lui qui était le favori d'ailleurs. C'était un perchiste extrêmement technique, lui, techniquement bien meilleur que Pierre Quinon, mais beaucoup moins, c'était 2 tempéraments extrêmement opposés, totalement opposés. Thierry Vigneron était quelqu'un, et toujours d'ailleurs quelqu'un extrêmement calme, posé, réservé, sage, etc., et très technique, voilà. Alors que Pierre Quinon était un plus petit format en quelque sorte, mais bondissant, explosif et tempétueux, que ce soit donc sur la piste physiquement ou dans les relations, ou en termes sur le plan du caractère. Et c'est vrai qu'en tout cas lui, mais comme beaucoup des champions de cette génération-là, était beaucoup moins accompagné après la carrière. Il a même pas été du tout. Il a pas été du tout. Il a même pas été repêché. Ça paraît quand même. Il était vraiment 5 cm des minima qu'il fallait faire pour se qualifier pour les Jeux de 88. On pourrait imaginer aujourd'hui que la fédération, au nom du fait qu'il est champion olympique en titre, le repêche et lui permet de concourir. Ça n'a pas été le cas. Et évidemment, tout ça a nourri ce sentiment d'abandon en quelque sorte. Et puis a un peu plus alimenté ce sentiment qui l'habitait de toute façon dès le départ, c'est-à-dire ce sentiment d'être un imposteur, entre guillemets, c'est-à-dire pourquoi j'ai gagné ce jour-là en 1984, est-ce que je le mérite vraiment? C'est quelqu'un qui s'est toujours posé énormément de questions, qui a toujours été profondément tiraillé, donc pourquoi j'ai gagné ce jour d'août 84? Est-ce que c'était vraiment à moi de l'emporter? Est-ce que je le mérite? Et donc ensuite tout ça va creuser peu à peu ce spleen et finalement cette dépression qui va l'emporter bien des années plus tard. Mais c'est-à-dire alors il va se réfugier ensuite dans d'autres. C'est un personnage qui était extrêmement entier. Il va se réfugier en particulier dans une autre passion, mais là aussi qu'il va vivre de façon entière, démesurée, qui est la peinture. Il va se mettre à peindre, mais des peintures extrêmement torturées, des explosions de couleurs ou de noirceur d'ailleurs. Quand on regarde les peintures, il a été un petit peu exposé, mais quand on regarde ces peintures, on voit la torture intérieure de Pierre Quinon, qui était fasciné de surcroît. Il a été vraiment totalement fasciné par un peintre célèbre qui est Nicolas de Staël. Avec la fin de Nicolas de Staël, de surcroît. Voilà, et il adorait Nicolas de Staël. Il allait voir, on a fait des récits où Pierre Quinon faisait des centaines de kilomètres pour aller voir une exposition consacrée à Nicolas de Staël. Il restait des heures à pleurer devant les tableaux. Et comme chacun sait, Nicolas de Staël lui-même s'est suicidé, s'est défenestré en 1955. Et donc il est totalement... il y a vraiment tous ces destins qui se croisent. Et la peinture de Quinon,
illustre aussi vraiment, me semble-t-il, c'est un reflet aussi de cette trajectoire de sportif, cette trajectoire rompue, enfin d'abord chaotique d'abord et qui se rompt. Mais c'est très important parce qu'à la fois dans ces blessures, il y a aussi du hasard, le fait qu'ils se prennent le pied, je ne sais où, etc. Et ça le détruit pendant des semaines. Il y a le non-soutien du collectif. Et puis il y a effectivement, alors ça c'est très important parce que vous le détaillez, je trouve de façon absolument passionnante. Il y a cette sorte de faille personnelle. Et qui est curieuse, vous le dites très bien, c'est une faille personnelle, mais en même temps, dans chaque cas, c'est une sorte d'engagement entier dans une nouvelle pratique, comme si sa personne devait se livrer totalement à la pratique qui arrive. Mais il n'y a pas que la peinture, c'est que il découvre la moto, donc il va faire des kilomètres et des kilomètres pour retrouver le Grand Nord, comme si ça lui permettait, il y a la fuite aussi, comme si ça lui permettait d'exister de façon plus intense. Donc il y a la moto, il y a aussi des investissements dans des métiers, je sais plus ce qu'il fait, charcutier, je sais plus quoi. Le rugby, à un moment donné aussi, il s'investit complètement dans le rugby. Là, il se blesse. Donc c'est intéressant de voir comment finalement ces champions, en tout cas dans son cas très précis, ont des failles où il s'engage de façon totalement entière dans des pratiques nouvelles, avec des risques que cela comporte. La moto, il a failli se tuer, etc. Totalement, donc un personnage totalement excessif. En tout. Oui, absolument. C'est excessif. Ça, c'est intéressant. Dans l'engagement, pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire. Donc dans la performance ou dans la dépression et dans la noirceur. Vous parliez de la moto. Effectivement, il va se mettre à faire beaucoup de motos, à être passionné de moto. Il habitait dans le Var, dans le département du Var. Un jour, par exemple, il se fait prêter une énorme moto. J'y connais absolument rien en moto. Là encore, c'est un risque que je ne courrais pas, mais alors lui adorait ça. Il se fait prêter une moto par un de ses amis garagistes qui est le dernier modèle. Je sais plus, je le cite dans le livre, etc. C'est BMW. Je me souviens plus du tout. Et il demande à son ami garagiste, donc il est à côté de Toulon, s'il peut lui emprunter la moto. Son ami lui dit pas de problème, voilà, etc. Et tout, il lui prête. Et en fait, avec la moto, il va partir de Toulon et il va au Cap Nord, tout à fait au nord de la Norvège, parce qu'il voulait voir le soleil se coucher. Enfin, le soleil ne pas se coucher d'ailleurs, puisqu'on est au mois de juin, donc il va passer la nuit quasiment à attendre que le soleil commence à baisser un petit peu donc sur le Cap Nord, parce que ces couleurs, il le fascinait aussi en tant que peintre, etc. Donc il fait Toulon, Cap Nord, Toulon. Absolument. Il est totalement excessif en tout, donc il a évidemment des accidents. Il y a ensuite, effectivement, il va ensuite s'engager. Sa passion, il va la mettre aussi au service du rugby, en essayant d'y entraîner d'ailleurs ses fils. Oui. Et puis le caractère entier aussi est, comment dirais-je, totalement, excessif de Pierre Quinon, se traduit aussi dans ses amitiés. Et je pense notamment à ce grand champion qui était donc un de ses amis, qui l'a accompagné jusqu'au bout, qui m'a beaucoup aidé aussi pour le livre. William Moty. Non, je pense à Stéphane Diagana. Ah, Stéphane, oui. William Moty aussi. William Moty était un décathlonien qui est toujours un ami d'ailleurs de ses enfants. C'est le parrain d'un de ses fils. Effectivement, ça a été toujours ils ont fait toute leur carrière ensemble. William Moty, décathlonien à l'époque, de vraiment même génération que Quinon. Mais un autre, donc plus jeune, mais qui a sympathisé avec Pierre Quinon après que Pierre ait arrêté sa carrière, qui est Stéphane Diagana, donc. Et Stéphane Diagana et Quinon sont vraiment devenus très amis, vivant à quelques kilomètres l'un de l'autre, les familles amies, Stéphane s'occupant beaucoup des enfants, etc. et tout. Ils se sont mis à faire du vélo de façon frénétique aussi. Alors Stéphane Diagana s'est mis à faire du vélo, mais il m'a raconté à quel point Quinon était devenu en quelques semaines un dingue de vélo. C'est que Stéphane Diagana lui disait voilà, on va faire une sortie de 80 km, Quinon disait non 250 quoi, voilà, il voulait en faire, voilà, c'était bon. Jusqu'au jour où quelques semaines d'ailleurs avant que Pierre Quinon finalement se suicide, enfin 3 mois avant, Stéphane Diagana a un très grave accident de vélo. C'est lui qui a failli se tuer vraiment. Il habite à Vence et en descendant, il a pris une voiture de plein fouet et il a passé des semaines à l'hôpital. Et c'est le visage qui était extrêmement atteint. Le visage était extrêmement atteint. Il a passé des semaines à l'hôpital et Pierre Quinon s'est précipité dans la seconde à son chevet. Et il y a des scènes qui m'ont été racontées par son entourage, par ses amis, etc. Moins par Stéphane qui était plus pudique sur. Mais on a le sentiment quasiment, c'est un peu comme ça que j'essaie de le raconter, que au moment de l'accident de son ami,
Voilà. Et il s'en veut, en quelque sorte. On le voit dans les scènes, qui non, voilà, il est plus que meurtri par l'accident de Stéphane Digana, et se demandant pourquoi c'est arrivé à son ami et pourquoi c'est pas plutôt lui qui devrait être dans cet état, etc. Et tout. Et je pense que ça aussi. Alors ensuite, Stéphane Digana est sorti de l'hôpital, ils se sont revus, ils ont fait une soirée. Stéphane lui a acheté un tableau, etc. Et tout. Oui. Mais Quinon s'est suicidé quelques semaines plus tard. Voilà. Oui, parce que, en fait, ce qui est également très fort dans ce texte, c'est, bon, on l'a dit, c'est ce sentiment d'être un imposteur, qui apparaît quasiment au moment des JO, et qui le fait, du coup, refuser tout un ensemble de situations, appelons-les de reconnaissance, y compris des apparitions dans des grandes émissions à la télé, etc. Mais ce que je trouve aussi très important, c'est quand même le fait que, bien sûr, c'est un homme particulièrement sensible. Et donc, il y a une relation, je dirais, amoureuse très forte dans sa vie. Et la manière dont il agit avec cette sorte de double vision, à la fois proche et en même temps complètement habité par autre chose, etc., fait que malheureusement, cette liaison se défait. Et je pense que c'est également très important dans le livre, parce que c'est un autre attache, si vous voulez. Bien sûr. Sur le plan privé, sur le plan intime, sur le plan de l'affect. C'est quelqu'un qui avait une quête d'absolu permanente. Voilà, il était dans une quête d'absolu, donc d'où cette vie d'excès. Il y a effectivement son épouse, celle qui est la mère de ses enfants, Caroline, avec laquelle il a vécu pendant des années. Et puis ils se sont séparés. Et avec beaucoup d'affection, sans aucune once de règlement de compte ou d'agressivité, etc. Mais et j'ai vu son ex-épouse, j'ai vu les enfants, etc. On comprend à quel point Pierre Quinon était dans la vie quotidienne, je pense, insupportable à vivre. Voilà. Elle l'a supporté, elle l'a aidé, elle l'a soutenu pendant très très longtemps. Elle était elle-même, et c'est comme ça qu'ils sont connus. Oui, elle était athlète. Elle était elle-même athlète au départ, et ensuite elle s'est blessée assez rapidement. Effectivement, elle s'est consacrée en grande partie à la carrière de son mari. Et il était tellement psychologiquement instable qu'effectivement il était épuisant au jour le jour. Voilà, épuisant au jour le jour. Et donc il voit qu'il est en train de faire échouer son mariage. Ils finissent par se séparer. Et évidemment, il se sent profondément responsable de cet échec personnel, intime, dont il est, de fait, en grande partie responsable, voilà, très clairement. Donc c'est vrai qu'il y a dans toutes les dimensions de la vie de ce personnage, il y a une quête d'absolu, et une quête qui est toujours inassouvi en quelque sorte. Qui conduit à l'échec. Voilà. Alors que ce que vous montrez très très bien, c'est que la relation entre Caroline et lui est une relation intense, une relation de bonheur absolu. Et son propre fonctionnement psychologique rend quelque chose qui semblait totalement idéal impossible. On a le sentiment que dès qu'il atteint une forme de succès, de plénitude, je sais pas, de sérénité peut-être, il fait tout pour que cet état ne se prolonge pas. Et il fait tout pour il le fait inconsciemment, c'est sa nature, plus ou moins consciemment en tout cas. Dès lors qu'il a atteint un but, un bonheur, un succès, une plénitude, que ce soit sur le plan personnel, familial, sportif, professionnel, etc., il fait ou donc artistique, il fait tout de fait pour que ça échoue et pour ressombrer. Et cette trajectoire, de ce point de vue-là, est absolument fascinante. C'est-à-dire qu'on voit qu'il cherche toujours à aller plus loin, plus haut. C'est ça. Plus loin, plus haut, plus fort. Il y a une exigence et en même temps, c'est ce qu'il détruit. Et il se condamne lui-même à l'échec. C'est ce qui m'a rendu ce personnage absolument fascinant. Et plus j'ai enquêté, plus j'ai rencontré des gens qui l'ont connu, enfants, jeunes, adultes, etc., plus j'ai regretté moi-même de jamais l'avoir rencontré et de n'avoir jamais que fantasmé sur ce personnage à travers un petit écran quand j'étais moi-même gamin. Voilà. Non, mais c'est ce qui rend votre livre à la fois absolument fascinant et passionnant, et en même temps, c'est un livre émouvant. C'est-à-dire qu'on sent que les choses sont quand même très compliquées. Et ce qui m'a vraiment intéressé aussi, c'est ce que je pense profondément, c'est-à-dire que j'ai une passion moi, pour le sport. Mais c'est pas un livre de sport ou un livre sur le sport, ou alors c'est un livre sur le sport au sens large, c'est-à-dire que le sport c'est pas juste des résultats et des compétitions ou des performances.
Il y a une dimension humaine, une dimension de partage, de solidarité, Puis il y a une profondeur, d'échec, c'est ce qu'on disait au début. psychologique Ouais. qui, je pense, dans le sport, dans la pratique du Je suis sport, complètement s'accomplit. d'accord. Voilà, c'est une dimension sociale, sociétale. Et aujourd'hui, on le mesure de plus en plus d'ailleurs. Hein. Bien C'était sûr. moins le cas à l'époque, mais aujourd'hui, on voit à quel point le sport est devenu quasiment enfin, intègre toutes ces dimensions-là. Pour employer des mots un petit peu, comment je veux dire, sorbonnards, c'est un phénomène social total. Voilà, exactement. Écoutez, je sais pas, moi merci beaucoup. Moi, je trouve Non, qu'on a c'est moi fait qui le vous tour. remercie beaucoup. Non, je vous remercie chaleureusement. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Non, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je suis vraiment ravi que ça vous ait plu. Ça m'a plus que Que plu. vous ait plu. Merci beaucoup. Il y a des questions, effectivement.